Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Pour Radio Taïwan International, nous allons revenir à évoquer en fait les suites de notre précédent podcast qui portait donc sur le dialogue Shangri-La. Donc le dialogue Shangri-La, c'est un dialogue qui se tient à Singapour, un territoire plutôt neutre, et qui voit l'occasion pour de nombreux responsables militaires et de défense de partout dans le monde de se rencontrer, surtout notamment sur les questions asiatiques, et l'Asie est aujourd'hui au centre du monde, au centre des questions géopolitiques, même si évidemment en ce moment le front européen, on le sait avec la Russie et l'Ukraine, est extrêmement important et mobilise un certain nombre d'alliés et notamment évidemment les forces de l'OTAN et aussi d'ailleurs l'enjeu des rapports entre les États-Unis et la Chine. L'Asie est toujours ce point focal du développement économique et des grandes routes commerciales, et donc ce Shangri-La dialogue sur l'Asie est évidemment très important. On a évoqué le fait que Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américain, donc le premier ministre de la Défense, si l'on veut du point de vue français, était présent. À ses côtés, donc il y avait le représentant en fait de la PLA, donc l'amiral Dong. On a évoqué que l'amiral Dong n'était pas du tout du même rang protocolaire que Lloyd Austin, mais qu'il avait eu un message extrêmement fort, extrêmement peut-être même agressif, parce que justement il devait convoquer le message de ses supérieurs, ne montrer aucune faille par rapport à ce message lui-même. Et donc, il n'était pas en mesure, d'une certaine manière, ni de faire des concessions, ni d'adoucir son message. Il devait montrer qu'il était un bon représentant de sa hiérarchie, d'où son discours sans concession, que ce soit sur Taïwan ou sur les Philippines. Et donc, nous avions dit la dernière fois, nous avions conclu l'émission en fait évoquant une idée, c'est-à-dire l'idée de l'OTAN. L'idée qu'en fait, la Chine essaye de plus en plus de définir les rapports entre les États-Unis et les Philippines, le Japon et la Corée du Sud comme la tentative de créer une nouvelle OTAN. Et ça, ce discours de la Chine, il n'est pas tout à fait faux, mais il est inquiétant parce que pour la Chine, la Russie en fait a eu raison d'attaquer l'Ukraine parce qu'elle s'est sentie menacée par l'OTAN. Alors c'est le narratif de la Russie, c'est le récit de la Russie. Il est aussi, on va dire relayé par un certain nombre de réseaux aussi en Occident, notamment par ce qu'on appelle les réalistes du point de vue géopolitique, même si leur réalisme est d'ailleurs un peu parfois à géométrie variable, puisque ces réalistes disent à la fois que les petits pays doivent finalement céder le terrain aux grands pays, et donc de ce point de vue-là, une critique de l'Ukraine par rapport en fait à la Russie, et en même temps parfois ils prennent aussi le point de vue de la Palestine contre Israël. Mais si donc on veut faire du réalisme politique, ça devrait s'appliquer à tous les cas, et c'est pas vraiment le cas si on regarde le discours de Mestermayer ou d'autres personnes qui se prétendent réalistes et qui en fait sont surtout en fait dans un discours, on va dire plutôt anti-occident, c'est assez classique, assez mainstream maintenant. Donc pour revenir sur ce Shangri-La dialogue, donc on a eu ce discours de la Chine extrêmement important et extrêmement, on va dire, clair, à la fois sur les Philippines, et comme je disais la dernière fois, on va voir ensuite les conséquences de ça, donc les conséquences de ce discours, et notamment au niveau des Philippines. C'est quelque chose d'assez, on va dire, qui a pris immédiatement une place publique assez importante. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, on avait évoqué déjà dans une autre émission, dans un autre podcast, c'est-à-dire que, en fait, la Chine est en train a déjà mis en pratique, mis en vigueur une loi qui est cette loi qu'elle se donne la possibilité d'arrêter en fait les gardes-côtes philippins ou n'importe quel pêcheur philippin qui se trouverait dans les eaux chinoises. Alors évidemment,
les eaux chinoises du point de vue de la Chine. Les eaux chinoises du point de vue de la Chine, c'est-à-dire en fait 87% de la mer de Chine du Sud qui, du point de vue en fait de l'UNCLOS, du point de vue de la Convention des Nations Unies sur la loi sur les lois de la mer, appartiennent aussi en grande partie aux pays riverains du fait de leur zone économique exclusive qui s'étend à 200 000 nautiques de leur territoire. Et donc une grande partie de ce que la Chine considère comme chinois appartient du point de vue droit de la mer aux Philippines, mais la nouvelle loi chinoise donne la possibilité aux milices chinoises d'arrêter les pêcheurs ou les gardes-côtes philippins qui sont dans en fait l'espace maritime chinois selon la Chine. Et à cela, le ministre de la Défense philippin, après le Shangri-La Dialogue, il a répondu de façon assez claire, donc à cette réaffirmation de la Chine, au fait que la Chine avait dit dans le Shangri-La Dialogue que en fait elle se limitait, elle faisait preuve de beaucoup de retenue dans son rapport à aux Philippines et à la présence des Philippins dans ce qu'elle estime être son propre espace maritime à l'encontre du droit international. Et donc il disait que les Philippines n'allaient pas en fait se laisser intimider et que s'il y avait un rapport de force, ça serait à la Chine qu'il faudrait incriminer et que donc les Philippins n'ont pas décidé d'obtempérer aux exigences chinoises de se laisser contrôler sur leur propre territoire économique exclusif et cela pourrait entraîner des tensions. Évidemment des tensions qui peuvent devenir très vite militaires, sachant que selon un récent sondage qui a été fait aux Philippines, environ 70% des Philippins aujourd'hui déclarent qu'ils seraient prêts à prendre les armes et à s'engager militairement en cas d'un conflit avec la Chine. 74%, c'est un chiffre très élevé. Et donc certains même aujourd'hui pensent que grand nombre de Philippins pensent surtout que donc 70% que peut-être la solution militaire c'est la seule possibilité pour contraindre la Chine à respecter le territoire philippin. Et à cela s'ajoute en fait un autre point par rapport aux Philippines qu'on n'a pas souvent évoqué. C'est le cas d'une île des Philippines qui s'appelle les Mindanao. Alors cette île du sud de la Chine, c'est l'île dont est issu l'ancien président Duterte, Mindanao, et cette île des Philippines, en fait, après la victoire de Marcos en février, Duterte a dit qu'il était pour la sécession et l'indépendance de cette île. Alors on sait, c'est aussi ce qui a fait surface récemment dans le cadre des échanges assez acerbes donc entre les responsables philippins et envers la Chine, c'est que pour une certaine partie des analystes, et apparemment aussi selon certains documents émanant des services des Philippines, cette tentative de sécession, cette volonté de sécession et certaines pratiques sécessionnistes seraient en fait en sous-main. Aussi aidé par la Chine, et c'est assez logique puisque le président Duterte lui-même, donc issu de cette île, a été, on le sait, durant sa présidence fortement en faveur de la Chine, et donc la Chine a, à travers ces territoires de Mindanao, dans le sud des Philippines, une forme d'ancrage local qu'elle essaye d'étendre, et pour les Philippins, c'est en fait un cas d'ingérence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on sait que la Chine a toujours dit que la première en fait aspect de sa politique internationale, de ses relations internationales, ce qui guide le principe guidant ses relations internationales, à la différence des États-Unis, c'est la non-ingérence dans les affaires extérieures de notre pays. Donc la Chine ne s'ingère jamais dans les relations extérieures de notre pays et ne prend pas parti pour un camp quand il s'agit d'un territoire disputé. Et on voit que en fait systématiquement ce principe qui sert à s'opposer en fait aux États-Unis et qui marche du point de vue narratif, qui marche parce qu'on va ensuite répéter
cette idée-là que les États-Unis s'imposent de partout et essayent de dominer le monde, mais que la Chine ne l'a jamais fait, etc. En réalité, si on regarde un peu donc ces différents cas, que ce soit donc en Russie, avec la manière dont la Russie a empiété le territoire de l'Ukraine petit à petit dans ses provinces depuis la Crimée jusqu'à maintenant donc une grande partie du territoire ukrainien. Si on regarde évidemment la position de la Chine par rapport au Cachemire et la manière dont elle soutient le Pakistan contre l'Inde, si on regarde donc le cas donc de Mindanao et la manière dont la Chine en sous-main soutient évidemment l'idée d'indépendance, de sécession d'une partie du territoire national des Philippines. Si on regarde aussi l'ingérence dans les îles du Pacifique, et notamment les îles Salomon, si on regarde tout ça, on comprend que la Chine, quand elle dit aux autres pays de ne pas intervenir à Taïwan, de ne pas aider Taïwan, de ne pas renforcer le séparatisme taïwanais, en fait, c'est quelque chose qu'elle-même, elle pratique envers les autres pays, quand cela aussi, en fait, favorise ses propres intérêts. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.